Les migrations, troisième partie, aujourd'hui les migrations intérieures. À la base de ces exposés numériques, le dictionnaire de géographie des éditions Hatier. Les migrations intérieures, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à étudier parce qu'il y a une diversité importante de mouvements qui va lier un grand nombre de personnes qui ne sont pas toujours répertoriées ou inventoriées. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté de recensement des migrations intérieures, évidemment. Vous pouvez changer de domicile. Ça va être très difficile à un certain moment de savoir est-ce que vous le faites de manière définitive ou pas, est-ce que c'est une résidence secondaire. Donc vous comprenez que là, il y a une difficulté au niveau comptable. Un des premiers mouvements qu'on va inventorier dans ces migrations intérieures, c'est l'exode rural. Vous savez tous ce qu'est l'exode rural. C'est la migration de la population rurale vers les centres urbains. Autrement dit, les gens quittent les campagnes pour rejoindre les villes. Cet exode rural est toujours lié à la révolution industrielle, au développement à un certain moment de l'économie et de la société. On va donc voir apparaître l'exode rural tout d'abord au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, puisque c'est là que la révolution industrielle apparaît aussi en premier. Au XIXe et au XXe siècle, cet exode rural va se poursuivre, notamment dans les pays dits développés ou industrialisés, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord. Et au XXe et au XXIe siècle, donc toujours actuellement, cet exode rural se poursuit dans les pays en voie de développement, les pays asiatiques, africains, voire sud-américains. Évidemment, avec comme conséquence l'explosion de la population citadine et l'apparition de grandes métropoles à l'échelle mondiale avec des villes de plus de 20 millions d'habitants. L'exode rural peut être éventuellement contrôlé, alors c'était le cas en Chine avec le Hukou, ce petit livret de résidence qui devait contrôler les déplacements de la population, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas quitter votre région sans avoir une autorisation préalable. Et de ce fait, la mobilité de la population était relativement limitée, et donc l'exode rural, lui aussi, l'était. Cette politique de contrôle a été nettement assouplie depuis quelques années. Je vous demande alors à ce moment-là, si vous voulez en savoir plus, de retourner dans la séquence de cours consacrée à la Chine. Vous avez des documents qui traitent en particulier de cette problématique. L'exode rural, on a donc un phénomène très complexe parce qu'à cet exode rural qui est quand même relativement simple à comprendre, on va avoir d'autres mouvements qui vont venir se greffer, comme les mouvements interurbains, le fait que certaines personnes quittent une ville pour une autre, la rurbanisation, qui est en fait l'urbanisation des campagnes. On connaît très bien ça en Belgique. Quand vous sortirez de la Berlière en direction de Mainvaux, vous regarderez ces petites maisons qui sont construites un peu partout au sein de la campagne. C'est ça la rurbanisation de la campagne. On a aussi des rétromigrations, c'est-à-dire des gens qui font marche arrière, qui décident instantanément de revenir à la campagne. Et donc il y a de multiples combinaisons qui complexifient le phénomène. On va avoir l'opposition entre deux types de migrations à côté de cet exode rural, c'est les migrations interurbaines et les migrations intraurbaines. Donc ici on ne parle plus des campagnes, mais on va parler plutôt des mouvements qui se font d'une ville à l'autre. Alors, les migrations interurbaines, c'est les migrations entre des villes. Généralement, on quitte une ville, une petite ville ou une ville moyenne vers une ville d'importance régionale voire nationale. Imaginons quelqu'un qui habite Ath, qui est une petite ville. Pour tourner, ben là, il quitte une petite ville pour une ville plus importante au niveau régional, ou alors qu'il quitte Ath pour Bruxelles, et là, il quitte sa ville pour une métropole nationale. Pourquoi est-ce qu'on quitte sa ville? Eh bien, souvent, c'est motivé par une recherche d'emploi. On a des qualifications qui ne permettent pas de trouver un emploi là où on est, donc on va bouger pour justement faire valoir ses compétences. Ça peut être aussi la recherche de services qui ne sont pas présents dans une plus petite ville. Donc il s'agit souvent d'une population jeune. Hein. Les migrations interurbaines, c'est souvent des jeunes qui effectuent ces mouvements-là. Les migrations intra-urbaines, là on a un mouvement en fait qui est centrifuge. Donc on va avoir des personnes qui vont quitter les centres-villes, mais toujours pour rester dans cette ville-là, mais plutôt pour aller en périphérie de la ville, dans la banlieue. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un cadre de vie plus intéressant, avec un jardin, avec plus un style de vie campagnard.
Alors sur une carte, ben, on va directement observer ici des mouvements comme ça interurbains, donc des gens quittent des zones urbanisées vers des centres régionaux ou nationaux, donc ça peut aussi être le cas en Flandre, pardon, où des gens comme des louvanistes vont quitter Louvain pour Bruxelles ou pour Anvers. Alors bien sûr, dans le Limbourg, on va avoir un mouvement comme ceci, voire même des gens qui vont passer la frontière linguistique et vont dans les zones peu urbanisées, comme le Luxembourg. Là, les mouvements seront plus importants, évidemment. L'émigration intra-urbaine, donc dans le cadre d'une ville. Ici, vous avez la ville de Paris, avec le centre de Paris. Voilà, la tour Eiffel doit être ici quelque part. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les individus, pour plusieurs raisons, notamment parce que les loyers sont hors de prix, vont quitter les centres en direction des périphéries. Alors, ça peut être une raison économique, mais ça peut être aussi une recherche d'un meilleur cadre de vie, quoique dans le cas parisien, ça ne marche pas. Donc ici, on a un mouvement centrifuge du centre vers la périphérie, donc qui fuit le centre, centrifuge. Ou alors, on aura aussi, mais dans une moindre mesure, des mouvements centripètes avec des gens qui vont revenir habiter les centres-villes pour plusieurs raisons à un certain moment. Donc on a ces deux types de mouvements qui se superposent, tout en sachant que c'est le mouvement centrifuge qui est actuellement le plus fort. Donc nous avons parlé de l'exode rural, des migrations intra- et interurbaines. On doit parler aussi, quand on traite des migrations intérieures, des migrations de retraités. Voilà, vous avez fini votre carrière, vous avez un certain pouvoir d'achat. Vous allez à un certain moment vouloir quitter votre région d'origine pour rejoindre une région, par exemple, qui est plus clémente au niveau du climat. On va donc avoir un déplacement des personnes des régions du centre d'un pays vers les régions qui sont le plus au sud, les régions les plus méridionales. Donc vous allez observer ça par exemple ici en Angleterre, vous voyez que les régions du sud connaissent un accroissement de la population, vous avez l'échelle ici, hein, c'est l'accroissement de la population ici. Vous voyez quand on est dans le bleu, on est à 9% d'augmentation de la population. Quand on est dans le clair, dans le jaune clair ou dans le beige, on est à moins 15% d'évolution de la population. Et donc vous voyez que c'est le cas aussi en Allemagne, ici où les régions les plus au sud sont très prisées, c'est aussi le cas en France. Vous voyez avec notamment le Languedoc-Roussillon, avec la Corse, qui sont des régions vraiment visées par l'émigration pour rechercher simplement le soleil. C'est ça qu'on appelle l'effet sud. On aura aussi dans l'émigration intérieure la migration des fronts pionniers. Donc c'est-à-dire que dans des régions qui ne sont pas encore occupées sur l'ensemble de leur territoire, on va avoir des individus qui vont aller vraiment sur la limite du territoire qui est urbanisé ou qui est habité pour acquérir de nouvelles terres. C'est ce qu'on constate en Amazonie. Vous voyez ici, vous avez entre deux époques, donc ici on est dans les années 90, ici dans les années 2000, mais vous voyez l'apparition ici de routes qui vont permettre l'exploitation de la forêt amazonienne, mais qui vont faire que ensuite on va cultiver ici, on va utiliser ces terres pour la culture et on va venir habiter. Et donc il va y avoir vraiment un appel de population des régions intérieures vers ces fronts pionniers. Voilà, c'est ce qui s'est passé clairement au 19e siècle aux États-Unis, où durant la ruée vers l'or, ben, on avait vraiment une appropriation comme ça des espaces libres qui étaient à l'ouest au fur et à mesure. Et il y avait vraiment des villes qui se construisaient comme ça au fur et à mesure. Évidemment, les raisons de ces migrations de fronts pionniers peuvent être très diverses. Ça peut être démographique, simplement, ben voilà, il y a trop de gens dans la région d'origine, donc on essaie d'avoir un peu plus d'espace. Ça peut être économique, on n'a pas de terre, alors on essaie d'avoir une terre, ou alors peut-être qu'il y a des richesses hein, que l'on peut s'approprier, comme par exemple l'or hein, aux États-Unis, encore une fois. Ou ça peut être des raisons stratégiques ou géopolitiques. Par exemple, on va avoir euh, Israël qui va sur certaines zones créer des colonies pour vraiment coloniser en quelque sorte certaines parties de la Palestine.
Alors la migration des front pionniers, c'est essentiellement un phénomène intrarural puisque ce sont des villageois, des ruraux, des gens des campagnes qui vont se bouger. Ce pas des gens des villes généralement qui quittent les villes pour aller vers les fronts pionniers. C'est vraiment un déplacement de population rurale. Le souci des fronts pionniers, ben, c'est que vous quittez une région, même si vous n'avez pas de richesse, qui est quand même habitée depuis un certain temps, où il y a certaines facilités, et puis vous allez arriver dans une région où il n'y a rien. Donc c'est assez périlleux parce que voilà, c'est des régions quand même assez rudes, exigeantes, et souvent on constate ben, un abandon des fronts pionniers et un retour en arrière, comme ça une rétromigration qui s'effectue en raison des conditions difficiles que donnent ces fronts pionniers. Alors on a certains pays où il va y avoir vraiment une politique qui va être menée par rapport au front pionnier. C'est le cas de l'Indonésie. Donc l'Indonésie, c'est cet archipel. Enfin, vous ne comprenez pas les Philippines, c'est ici, voilà. Ces îles ici. Et vous avez vraiment une asymétrie dans la démographie des Philippines, puisque vous voyez qu'ici, au niveau de la densité de population, l'île de Java est vraiment surpeuplée par rapport aux autres îles de l'archipel. Donc on va avoir ici des politiques qui vont être mises en place pour inciter la population à quitter cette île de Java et à se rendre vers les espaces les moins peuplés. Ça va être le cas aussi en Chine, où on aura des phénomènes comme la hanisation ou la sinisation, où l'État va essayer de mettre en place un déplacement de population des régions les plus peuplées vers le Xinjiang ou le Tibet. Cette vidéo est ici terminée, donc n'oubliez pas de prendre quelques notes, même si on y reviendra en classe, et de compléter le quiz qui vous est proposé sur la plateforme Schoology. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.